Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aime mieux la religion de Mahomet, elle est moins ridicule que la nôtre. C'est ce qu'aurait déclaré Napoléon Bonaparte, fidèle général Gourgaud, lors de leur conversation à Sainte-Hélène. Alors on pourrait être tenté d'y voir une sorte d'ultime provocation d'un empereur déchu, mourant à petit feu, loin de l'Europe. Mais je crois que ce serait une erreur, car, d'une part, cette saillie n'est pas isolée, nous le verrons, et d'autre part, parce qu'elle renvoie à l'histoire complexe des relations que Napoléon a entretenues avec l'islam et le monde arabe. Cette histoire a commencé assez tôt, en 1789, quelques mois avant le début de la Révolution. Le jeune Bonaparte a écrit un conte arabe, Le Masque Prophète, histoire d'un conquérant charismatique à Bagdad au 8e siècle, préférant sacrifier tous ses partisans pour sauver sa gloire posthume. Puis en 1792, Bonaparte rencontre en Corse le philosophe Volney qui avait publié l'année précédente son livre « Les ruines » et qui était connu pour son voyage en Égypte et en Syrie, paru à la veille de la Révolution. La rencontre de Volney, ce voyageur philosophe, arabophone et arabophile, a durablement marqué l'imaginaire de Bonaparte qui garda par la suite un œil braqué vers l'Orient. Mais c'est surtout lors de l'expédition d'Égypte, évidemment, que s'est noué un rapport très particulier avec le monde musulman. Cette expédition est évidemment un épisode bien connu de la légende napoléonienne, même si, en réalité, au-delà de la fameuse déclaration aux soldats sur les 40 siècles censés les contempler du haut des pyramides, que vous voyez représenté ici sur ce tableau d'Antoine Jean Gros, qui date de 1810, eh bien, on retient évidemment cette formule, on connaît quelques épisodes, mais il est probable que l'histoire de l'expédition, comme on l'appelle, soit en réalité assez mal connue. On en retient un mélange d'épopées héroïques avortées et d'expéditions scientifiques, inaugurant les débuts soit de l'égyptologie savante, soit de l'orientalisme moderne, comme une sorte de parenthèse exotique en prélude aux 18 Brumaire. Or, en réalité, c'est une étape essentielle pour comprendre les mutations de l'imaginaire universaliste à la fin du XVIIIe siècle, entre le langage de la civilisation et du progrès, hérité des Lumières, et les ambitions impérialistes de la grande nation révolutionnaire, désireuse d'exporter son modèle de liberté politique. Et c'est en cela, évidemment, qu'elle nous intéresse aujourd'hui. Mon hypothèse, c'est que l'ensemble de l'expérience napoléonienne, depuis l'occupation de l'Égypte jusqu'à l'apogée en fait, de l'empire napoléonien en Europe 10 ans plus tard, eh bien que cet épisode a été un jalon fondamental entre l'universalisme éclairé du XVIIIe siècle et l'impérialisme colonial du XIXe. Or, malheureusement, cet aspect de jalon fondamental est souvent mal compris, et notamment en raison des découpages de la recherche historique, les découpages académiques qui masquent les continuités. Vous le savez peut-être, l'histoire napoléonienne est une sorte d'isolat, avec ses spécialistes, ses revues, ses sociétés savantes, ses admirateurs aussi, si bien que j'avoue qu'on y pénètre avec précaution. Et cette fabrication d'un isolat historiographique eh bien, fait que l'histoire napoléonienne se retrouve coupée à la fois de ce qui précède, mais aussi de ce qui suit, et ce qui est bien regrettable. J'avais donc prévu de consacrer une séance à ce moment napoléonien en traitant à la fois de l'expédition d'Égypte, de la politique d'impérialisme culturel en Italie et en Europe, sans compter le sinistre rétablissement de l'esclavage aux colonies. Évidemment, ce n'était pas raisonnable, la matière est trop importante, ça m'aurait obligé à aller beaucoup trop vite. J'ai donc choisi finalement de lui consacrer 2 séances, ce qui m'amènera à décaler un peu la suite du programme, mais on va y arriver. Et donc, aujourd'hui, l'Égypte. Alors, la première question à poser, bien sûr, c'est
qu'allait faire Bonaparte en Égypte. En 1797, vous le savez, il était revenu à Paris, auréolé de ses grandes victoires en Italie et de la paix de Campo Formio. Le Directoire souhaitait qu'il prenne la tête d'une campagne d'invasion de la Grande-Bretagne, mais il n'était pas très chaud, il n'était pas très optimiste, surtout sur les chances de succès. Il proposa plutôt une opération qui devait permettre de menacer la route des Indes en faisant de l'Égypte une base commerciale et politique française. Il était soutenu en ce sens, je dirais même fortement encouragé, par Talleyrand, qui lui fournissait de nombreux rapports assurant que la conquête de l'Égypte serait très facile. Bon, il aurait pu se méfier, mais enfin, il commençait seulement à le connaître, Talleyrand. L'Égypte, de fait, faisait rêver les Français. D'une part, elle exerçait une fascination très ancienne pour ce berceau de la civilisation, thème réactivé par l'intérêt pour le monde arabe contemporain dont témoignait justement le voyage et le livre de Volney, mais aussi toute une série d'autres écrits. L'idée dominante, c'était que l'Égypte ancienne, celle des pharaons qui restait mal connue, avait été le berceau de la civilisation, que les conquêtes arabes plus tard avaient permis l'existence d'une culture florissante, mais que tout ceci avait disparu, notamment sous les effets du despotisme oriental dont l'Empire ottoman était devenu, notamment à partir de Montesquieu, le symbole. Alors du XIIIe au XVIe siècle, l'Égypte avait été gouvernée par le régime des Mamelouks, ces esclaves venus du Caucase, entraînés pour devenir des soldats d'exception, qui avaient progressivement conquis eux-mêmes le pouvoir. Je vous renvoie sur ce point au beau livre de Julien Loiseau, Les Mamelouks, une expérience du pouvoir dans l'islam médiéval, XIIIe, XVIe siècle. Après la conquête turque de 1517, le pays était donc devenu une province de l'Empire ottoman, mais toutefois, au milieu du XVIIIe siècle, cette souveraineté était devenue presque théorique. L'aristocratie mamelouk avait retrouvé du pouvoir et acquis une quasi-autonomie, même si elle gouvernait officiellement au nom du sultan ottoman. Pour cette raison, l'Égypte apparaissait comme une proie facile. Bonaparte s'était donc convaincu que la population arabe, accablée par le double joug des Mamelouks et des Ottomans, allait accueillir les Français comme des libérateurs. Souvenez-vous d'ailleurs de la fiction universaliste et cosmopolite de l'Assemblée des peuples dans les ruines de Volney. Je dis souvenez-vous parce que j'en avais parlé l'an dernier, donc pour ceux et celles qui étaient là. Alors bien sûr, Volney n'évoquait pas une conquête militaire, mais Bonaparte en avait retenu une inspiration. Les peuples soumis au despotisme, et notamment au despotisme oriental des Turcs, mais les peuples soumis au despotisme dans le monde entier, n'attendaient que d'être libérés par l'universalisme révolutionnaire. Alors, la civilisation arabe, autrefois florissante, pourrait renaître. Alors, l'intérêt historique, culturel et politique pour l'Égypte était réel à la fin du XVIIIe siècle. Il explique que Bonaparte ait emmené avec lui tant de savants qu'il avait personnellement choisis, je vais y revenir dans un instant, mais il reste que l'ambition principale de l'expédition était évidemment de gêner les Anglais, d'ouvrir une route vers les Indes via la mer Rouge, de créer une colonie commerciale française sur la rive sud de la Méditerranée et de faire de celle-ci une mer française. De ce point de vue, ce projet se situait dans la continuité de la politique coloniale du Directoire, dont là aussi j'aurai l'occasion de reparler. Il s'agissait, dans l'esprit de Bonaparte, enfin, de compenser la perte des colonies en Amérique. Alors, comme vous le voyez sur tous ces points, rivalité impériale avec l'Angleterre, intérêt scientifique pour l'Égypte pharaonique, la politique de civilisation et de régénération de l'Égypte contemporaine, eh bien, sur tous ces points, l'expédition n'était pas simplement une sorte de lubie exotico-héroïque de Bonaparte, rêvant d'inscrire sa gloire dans le sillage de celle d'Alexandre, comme on le croit parfois. Elle s'inscrivait bien, en réalité, dans la continuité de la politique étrangère française de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le 19 mai 1798, la flotte, réunie à Toulon, appareillait, renforcée ensuite par des navires venus de Corse, si bien qu'elle comptait au total plus de 300 navires, dont 40 vaisseaux de guerre, et 35 000 soldats accompagnés de
plusieurs milliers de marchands et d'administrateurs, donc au total près de 50 000 personnes. C'est tout à fait considérable, hein, en fait, l'expédition d'Égypte, c'est vraiment un grand nombre de personnes. Bonaparte, sur le chemin, fait la conquête de Malte, presque sans coup férir, réussit miraculeusement, ou pas miraculeusement, à éviter la flotte de Nelson, qui croise dans les parages, et débarque à Alexandrie le 2 juillet 1798. Alors, je ne vais pas vous raconter en détail l'histoire de l'expédition, qui est relativement connue, notamment les premières victoires, la prise facile d'Alexandrie, la grande bataille des pyramides qui anéantit la cavalerie mamelouk, l'entrée au Caire, puis les difficultés grandissantes, notamment après le désastre que fut la destruction de la flotte par les Anglais dans la rade d'Aboukir le 1er août, qui interdisait à Bonaparte tout espoir d'obtenir des renforts et rendait même problématique son retour. Pour un récit donc détaillé de l'expédition, je vous renvoie à 3 monographies, celle classique et toujours très utile de Henri Laurence, et celle plus récente de Juan Cole et de Jacques-Olivier Boudon, l'une écrite par un spécialiste de l'Égypte, l'autre par un spécialiste de Napoléon qui insiste davantage sur les opérations militaires. Et vous trouverez aussi, bien sûr, des récits détaillés dans les nombreuses biographies de Napoléon. Vous avez ici l'embarras du choix. Je voudrais plutôt m'arrêter pour ma part aujourd'hui essentiellement sur la politique de Bonaparte à l'égard des musulmans. Un des premiers actes, à peine débarqué à Alexandrie, fut d'imprimer et de diffuser une proclamation en arabe. Car Bonaparte avait pris soin d'emporter avec lui une presse d'imprimerie avec des caractères français, grecs et arabes, ce qui, entre parenthèses, prouve à quel point il croyait dans la force de l'imprimé et dans l'importance de l'opinion publique. Et c'est ce qui lui permit, d'ailleurs, très rapidement, de publier un journal, le Courrier de l'Égypte, une revue savante, la Décade égyptienne, mais aussi donc d'imprimer et d'afficher des proclamations. Donc la première avait été préparée à l'avance, si bien qu'elle put, dès l'arrivée de Bonaparte, être diffusée à 4000 exemplaires à la population. Bonaparte souhaitait rassurer notamment les élites arabes en leur affirmant qu'il venait pour libérer l'Égypte de la domination mamelouk, en laissant plus ou moins entendre qu'il avait l'accord tacite du sultan. Et surtout, en exprimant très fortement son respect et même son estime pour la religion musulmane. On peut d'ailleurs la lire, cette proclamation. Voilà le début. « Au nom de Dieu, le bienfaiteur, le miséricordieux, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'a pas de fils ni d'associé dans son règne. » Ça commençait plutôt bien, enfin, pas tout à fait, assez bien à vrai dire, car tout en rejetant la Trinité, cette entame n'était pas exactement conforme à la Shahada, la profession de foi musulmane, puisqu'il manquait la reconnaissance du prophète. Bonaparte corrigera cette maladresse dans des textes ultérieurs, rassurez-vous. La suite de la proclamation comportait une attaque violente contre les Mamelouks, accusés d'être de mauvais musulmans et de tyranniser la population arabe. Puis il affirmait, Bonaparte affirmait, « Égyptiens, on vous dira que je viens pour détruire votre religion. C'est un mensonge, ne le croyez pas. Répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, que je respecte plus que les Mamelouks, Dieu, son prophète Mahomet et le glorieux Coran. » L'ensemble de la proclamation est assez étonnante à lire, vous pourrez la trouver assez facilement. Elle donne à voir un curieux mélange en fait, de langage républicain, l'affirmation de l'égalité des droits et des talents notamment, et de rhétorique islamique, ce qui donnait par exemple des phrases comme « Dieu est juste et miséricordieux avec le peuple, et avec l'aide du Très-Haut, à partir d'aujourd'hui, aucun Égyptien ne sera empêché d'accéder à une fonction éminente. » Vous voyez, à la fois Dieu miséricordieux et l'égalité des chances. Et puis cette conclusion, étonnante, assez sidérante même, je vous lis, Kadi, Cheikh, Chorbaghi, dites au peuple que nous sommes de vrais musulmans. N'est-ce pas nous qui avons détruit le pape qui disait qu'il fallait faire la guerre aux musulmans? N'est-ce pas nous qui avons détruit les chevaliers de Malte parce que ces insensés croyaient que Dieu voulait qu'ils fissent la guerre aux musulmans?
Alors, il est difficile de savoir exactement quel effet a été produit par cette déclaration, d'autant qu'elle avait été traduite en arabe par l'orientaliste et linguiste, traducteur Jean-Michel Venture de Paradis, avec l'aide de chrétiens de Malte, dans un arabe, semble-t-il, trop populaire, truffé de fautes de grammaire. L'universel de la traduction, c'est toujours aussi un peu une diplomatie du malentendu. Comme le remarque Juan Cole, c'est comme si Bonaparte avait réussi à envahir l'Angleterre et qu'il avait rédigé sa première proclamation dans un argot londonien. Mais en réalité, on a quand même un certain nombre de témoignages qui montrent que cette proclamation a été prise relativement au sérieux. Et surtout, elle n'était qu'un élément d'une politique systématique de Bonaparte consistant à manifester son respect pour l'islam et le Coran, à s'adresser directement aux musulmans et aux autorités religieuses, et même à parler le langage de l'islam. En août 1798, au Caire, il présidait la fête d'anniversaire de la naissance du prophète, à sa demande, peut-être habillé à l'oriental, les témoignages ici divergent, et en tout cas, son empressement frappa les participants. Un des témoins, le capitaine C, rapporte « L'enthousiasme fut universel, on lui décerna à l'unanimité le nom du gendre du prophète, chacun le nomma Ali Bonaparte. » Alors il est possible, au demeurant, que ce surnom ait été une façon pour la population du Caire de se moquer des prétentions du général français. Celui-ci, en tout cas, poursuit son offensive auprès des notables arabes et des chefs religieux. Il leur laisse entendre, et notamment aux plus importants d'entre eux, un cheikh al-Sharkawi, qu'il envisage de se convertir, ainsi que toute son armée. Mais il explique qu'il y a quand même un problème. Les officiers ont soulevé deux difficultés. Premièrement, la circoncision. Deuxièmement, la consommation d'alcool. Ça fait un peu beaucoup, mais c'est très sérieux. Et du coup, Bonaparte demande à Sharkawi de demander une consultation auprès des oulémas, donc des autorités religieuses de la mosquée Al-Azhar, la grande mosquée du Caire, qui est un des grands centres à la fois du savoir et de l'autorité religieuse, et toujours, et une consultation sur le sujet. Alors, je vous passe les détails. Au final, je crois que vous le savez, Bonaparte ne s'est pas converti. Mais en revanche, vous savez peut-être que le général Menou, qui dirigeait l'expédition après le départ de Bonaparte et après l'assassinat de Kléber, eh bien, le général Menou, lui, s'est converti. Et il s'est fait appeler à partir de là le général Abdullah Menou. Et il a épousé une femme égyptienne. Voilà. Il l'abandonnera en repartant, ainsi que leur enfant, mais enfin, tout de même. Alors je reviens à Bonaparte. 3 mois plus tard, il publiait une nouvelle proclamation dans laquelle, en s'adressant à nouveau aux oulémas, il écrivait « Faites connaître au peuple que depuis que le monde est monde, il était écrit qu'après avoir détruit les ennemis de l'islamisme, fait abattre les croix, je viendrai du fond de l'Occident remplir la tâche qui m'a été imposée. Faites voir au peuple que dans le saint livre du Coran, dans plus de 20 passages, ce qui arrive a été prévu et que ce qui arrivera est également expliqué. » Bonaparte se présente ainsi en quelque sorte comme un messie rédempteur, le Al-Mahdi de la tradition sunnite, venu sauver l'islam de ses ennemis. Islamisme, à la fin du XVIIIe siècle, c'était le terme pour désigner la religion musulmane. Alors je pourrais multiplier les citations, et en voilà une dernière pour la route. En septembre, Bonaparte écrit au pacha de Saint-Jean d'Acre « Nous ne sommes plus de ces infidèles des temps barbares qui venaient combattre votre foi. Nous la reconnaissons sublime, nous y adhérons, et l'instant est arrivé où tous les Français régénérés deviendront aussi vrais croyants. » Alors, et je vous ai fait juste une petite sélection de citations. Alors, comment rendre compte de ces discours, de ces proclamations, de ces affirmations selon lesquelles les Français sont de vrais musulmans ou sur le point de le devenir et des défenseurs de l'islam inspirés par le Coran? Le plus souvent, l'historiographie s'est contentée d'y voir de l'hypocrisie, une rhétorique purement politique de la part de Bonaparte visant à s'attacher la loyauté de la population égyptienne, du charlatanisme
comme Bonaparte, il est vrai, le dira lui-même en une occasion, ou du moins du machiavélisme. Alors, pour dire la vérité, on sent souvent une sorte de gêne chez la plupart des biographes de Napoléon qui refusent de prendre l'épisode très au sérieux. Je prends un exemple un peu ancien, parce qu'on peut en trouver des plus récents, mais Jacques Bainville, biographe de Napoléon en 1931, historien et académicien nationaliste, très proche de l'Action française. Son Napoléon est très régulièrement réédité. C'est un classique, comme on dit. Eh bien, il parle, lui, du déguisement islamique de Bonaparte. Il ne faudrait quand même pas prendre trop au sérieux le respect que Bonaparte semblait manifester pour l'islam. Mieux vaut y voir une parodie cynique, un déguisement, une mascarade. Le mot se trouve aussi chez Bainville. Alors, pourquoi pas? Il y a des arguments qui vont dans ce sens, mais il me semble néanmoins que c'est un peu court comme analyse. Alors, bien sûr, je ne prétends pas que Bonaparte a sérieusement songé à se convertir ou qu'il ait ressenti une véritable préférence religieuse pour l'islam, mais il faut quand même comprendre comment ce discours était possible et comment il s'est imposé. Comment, voilà, c'est la question d'aujourd'hui, comment un général républicain et catholique envoyé par une nation révolutionnaire et anticléricale en vient-il à parler au nom de l'islam et du Coran? Et, pour vous dire la vérité, c'est une question qui n'a pas souvent été abordée ouvertement. Alors, à l'exception notable d'Henri Laurence, dans un article de 1989, court mais équilibré, repris dans le volume Oriental 1. Plus récemment, dans un chapitre d'un livre intitulé « Des empires sous la terre », le philosophe Mohamed Amer Méziane s'y est à son tour confronté. Il relève que le discours de Bonaparte inverse totalement la vieille logique des missions chrétiennes, puisqu'il ne s'agit plus de convertir les Égyptiens, mais au contraire de faire mine de se convertir pour mieux les dominer. Ce qui aboutit à cette chose étonnante, la République parle au nom d'Allah. Or, selon Méziane, c'est paradoxalement un effet de la sécularisation effectuée par les Lumières et dont Napoléon a hérité via Volney. Parce que la France a rompu avec une conception d'elle-même comme chrétienne, parce qu'elle a désormais une conception séculière de son destin, elle est capable d'instrumentaliser les religions, dont elle a une conception, elle se fait désormais de la religion une conception strictement politique. Elle n'est plus dans une logique d'affrontement entre religions, mais dans une position de surplomb. Le pouvoir séculier peut utiliser les religions à son service, car celles-ci ne sont que des instruments de contrôle idéologique des populations. Bonaparte l'avouera d'ailleurs plus tard, « Ma politique est de gouverner les hommes comme le plus grand nombre veut l'être. C'est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre en Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. » Curieux mélange d'hypocrisie stratégique et de loyauté à l'égard de la souveraineté populaire, de raison d'État et de populisme. Mais ce qui permet ceci, c'est justement une conception de la religion comme croyance populaire, qui est déconnectée de la question de la vérité et de l'ordre du monde, pour n'être qu'un désir des masses auquel le pouvoir doit se conformer, mais qu'il doit aussi, et qu'il peut parfois, diriger. Non seulement la République sécularisée peut instrumentaliser les religions au service de son projet, ici un projet essentiellement impérial, mais elle peut même les modifier, parfois les réformer, les ajuster à ses propres intérêts ou à ses propres valeurs, et c'est l'origine de la prétention qui persiste jusqu'à nos jours à encourager, voire à mener une réforme de l'islam, à favoriser un islam républicain et éclairé, comme on dit parfois aujourd'hui. Si bien que c'est justement ce discours sécularisé qui devient lui-même l'instrument d'un nouvel impérialisme, dont on voit les premières manifestations lors de l'expédition d'Égypte. Il y a là une thèse forte sur la sécularisation que Méziane emprunte à l'anthropologue Talal Assad, auteur de la Formations of the Secular,
dont Méziane a aussi traduit par ailleurs et publié récemment plusieurs articles. La sécularisation, dans cette perspective, ce n'est pas simplement une évolution qui renvoie la religion dans le domaine du privé, en dehors de la politique, comme on le croit habituellement, c'est le discours qui produit l'idée même de religion comme ensemble de croyances sur lesquelles on peut agir, que l'on peut instrumentaliser, comme une superstition irrationnelle que l'on peut utiliser pour contrôler le peuple. Pour Méziane, cette sécularisation a été un des grands ressorts de la nouvelle impérialité européenne à partir de la fin du XVIIIe siècle. Alors il reste qu'il va peut-être trop vite en rabattant entièrement le discours musulman de Bonaparte sur une lecture instrumentale et impérialiste, car ce discours est aussi le résultat d'une évolution de plus longue durée dans le regard porté par les penseurs européens sur l'islam tout au long du XVIIIe siècle. Alors c'est un point sur lequel je veux m'arrêter un instant, car il est mal connu très souvent lorsqu'on on évoque les rapports des Lumières à l'islam. La première chose qui vient à l'esprit, c'est on cite la pièce de Voltaire, Mahomet ou le fanatisme, qui date de 1741 et qui comporte, vous le savez sans doute, un violent portrait de Mahomet comme imposteur, charlatan, assassin. Alors on sait aussi que Voltaire visait le fanatisme religieux plus généralement, et sans doute même le fanatisme chrétien, mais le fait est que son Mahomet est extrêmement peu recommandable, que le personnage. Toutefois, c'est ça le point qui souvent est méconnu, Voltaire n'en est pas resté là. En 1756, dans l'Essai sur les mœurs, il présente plutôt Mahomet en conquérant presque éclairé, figure du grand homme, qui rétablit une sorte de monothéisme pur, la religion d'Abraham, contre toutes les formes d'idolâtrie. Alors qu'en 1731, il caricaturait Mahomet pour mieux dénoncer le fanatisme religieux catholique, désormais il les oppose. La religion musulmane est devenue tolérante, alors que la religion chrétienne, elle, est devenue intolérante et barbare. Mahomet ne se compare qu'à Confucius, alors, qui lui est quand même supérieur, parce qu'il était pacifique, alors que Mahomet est aussi un conquérant militaire. Mais néanmoins, sont les deux, ça devient le nouveau point de comparaison. Que s'est-il passé? Eh bien, deux choses. D'une part, Voltaire a changé d'optique. Il a abandonné une logique polémique, qui était encore celle qui nourrissait le Mahomet de 1741, pour une réflexion historique d'histoire mondiale. D'autre part, et surtout, il a fait une chose qu'on devrait toujours faire quand on prétend écrire l'histoire. Il a travaillé, il a lu beaucoup, il s'est documenté. Et le point important, c'est que pour lui, il lui était assez facile de le faire parce qu'il avait à sa disposition une masse importante de travaux sur les origines de l'islam, sur le Coran, sur Mahomet, sur l'histoire des Arabes, grâce à l'activité intense de nombreux érudits qui, depuis le début du XVIIe siècle, avaient entrepris de traduire et de commenter un très grand nombre de sources arabes. Au point que Alexander Bevilacqua, dans un livre important publié en 2018, parle d'une véritable république des lettres arabes pour évoquer ce formidable réseau d'érudition orientaliste européenne, d'érudition orientaliste européenne, dont les grandes figures étaient les Anglais Edward Pocock et George Sale, l'Italien Lodovico Maracci et les Français Barthélemy d'Herbelot et Antoine Galland. Au XVIIIe siècle, ces travaux érudits rencontrent, ou plutôt viennent nourrir, les réflexions nouvelles des Lumières, fondées sur la critique des religions révélées, mais aussi sur une réelle curiosité pour les civilisations non européennes, dont témoigne, c'est bien connu, la fascination pour la Chine ou pour l'Inde, mais aussi, et ça c'est moins connu, pour l'islam. Par exemple, l'historien Henri de Boulainvilliers, réputé par ailleurs pour ses écrits sur l'histoire de France, qui était à la fois anti-absolutiste et pro-aristocratique, eh bien, Henri de Boulainvilliers a écrit aussi une vie de Mahomet, qui fut publiée après sa mort en 1730, et dans laquelle il fait de Mahomet un prophète, sage et philosophe, qui a défendu un monothéisme rationaliste,
plus pur à certains égards que le christianisme, notamment en raison de la disparition de la Trinité. L'islam est présenté comme une religion plus rationnelle, moins mystérieuse que le christianisme, proche donc de la religion naturelle. C'est un argument que l'on retrouve ensuite chez de très nombreux auteurs du XVIIIe siècle, par exemple chez le grand historien anglais Edward Gibbon, pour qui la religion musulmane est aussi une forme de déisme, une réforme du christianisme qui, au fond, n'en aurait gardé que les éléments les plus rationnels en retirant tous ces mystères un peu curieux autour de la Trinité et donc en étant au plus proche d'un monothéisme pur. Et ce point de vue est également clairement affiché chez un auteur comme Emmanuel Pastore, admirateur de Voltaire, qui publie en 1787 Zoroastre, Confucius et Mahomet, qu'il considère comme, dit-il, les trois plus grands législateurs de l'univers. Alors Pastore est alors assez jeune, il fera plus tard une belle carrière sous l'Empire, il sera élu professeur à la Sorbonne, et même au Collège de France, puis sénateur, et plus encore sous la Restauration, puisqu'il devient ministre et chancelier. En 1787, donc il est encore au tout début de sa carrière, il vante les mérites de Mahomet, ce grand homme, ce législateur de l'univers, et ceux du Coran, écrivant par exemple qu'on ouvre le livre sacré des musulmans et on y verra leur apôtre annoncer par intervalles les vérités les plus sublimes du culte et de la morale. Marachi, dont certainement on ne suspectera pas le témoignage, ne craint pas de l'avouer. Ils ont conservé, dit-il, ce qu'on trouve de plus plausible et de plus probable dans la religion chrétienne, avec ce qui nous paraît de plus conforme à la loi et à la lumière de la nature. Alors bien sûr, Pastore, qui est un bon voltairien, considère que Mahomet est un imposteur au sens où il n'a pas eu véritablement de révélation divine, mais il a su habilement utiliser cette fiction pour guider son peuple sur la voie de la civilisation, pour forger une nation et pour la doter d'une morale raisonnable. Au même moment, Savary, qui, lui, a séjourné en Égypte et y a traduit le Coran, traduction que, entre parenthèses, Bonaparte emporte avec lui lors de l'expédition, eh bien, dans cette traduction, Savary avait ajouté une vie de Mahomet, là encore très élogieuse. On y lit par exemple « Mahomet fut un de ces hommes extraordinaires qui, nés avec des talents supérieurs, paraissent de loin en loin sur la scène du monde pour en changer la face et pour enchaîner les mortels à leur char. » Alors, pourquoi ce petit parcours au XVIIIe siècle ? Eh bien, cette littérature est très importante parce que Bonaparte en hérite une admiration, il en hérite même directement, puisqu'il emporte avec lui cette traduction du Coran et cette vie de Mahomet de Savary. Il en hérite une admiration pour le grand homme qui a été à la fois un conquérant, un fondateur d'empire, mais aussi le destructeur de l'idolâtrie, le fondateur d'une religion jugée plus rationnelle, et que les Européens des Lumières donc identifiaient à une forme de déisme. Lui-même se prendra parfois pour un nouveau Mahomet. Quelques années plus tard, il dira, alors, sans doute en plaisantant à Madame de Rémusat, en parlant de l'expédition d'Égypte, il dira « Je créai une religion, je me voyais sur le chemin de l'Asie, parti sur un éléphant, le turban sur ma tête et dans ma main un nouvel Alcoran que j'aurais composé à mon gré. » C'est une espèce de rêverie amusante, où il est à la fois Alexandre et Mahomet, mais à Sainte-Hélène, il continuera à défendre Mahomet, il fustige Voltaire, à qui il reproche d'avoir prostitué le grand caractère de Mahomet, parce qu'il ne connaît que il pense à la pièce de théâtre, et il affirme que celui-ci, donc Mahomet, fut un grand homme qui régénéra sa patrie. Un grand homme qui régénéra sa patrie, évidemment, formule tout à fait anachronique, mais cet anachronisme même n'est pas anodin, puisqu'il renvoie évidemment à la fin du XVIIIe siècle, bien plus qu'à l'Hégire, et comme l'écrit John Toland, qui a relevé un certain nombre de ces citations de Napoléon, si Napoléon se compare à Mahomet, surtout à Sainte-Hélène, eh bien c'est que Mahomet est au fond un Napoléon qui a réussi. Bonaparte n'est pas d'ailleurs, Napoléon n'est pas d'ailleurs le seul à se comparer au prophète de l'islam.
en 1806, Goethe verra en lui un Mahomet universel ou un Mahomet mondial, Welt-Mahomet, sans doute pour moquer les prétentions impérialistes de l'empereur. Plus tard, Victor Hugo, dans Les Orientales, évoquera Bonaparte sur les bords du Nil. Prodige, il étonna la terre des prodiges. C'est un vers assez connu, mais la suite est intéressante aussi. Les vieux cheikhs vénéraient l'émir jeune et prudent, le peuple redoutait ses armes inouïes, sublime, il apparut aux tribus éblouies comme un Mahomet d'Occident. C'est Victor Hugo. Alors, bien sûr, Napoléon n'a certainement jamais songé à se convertir vraiment à l'islam. Il a utilisé cette religion sur un plan politique, peut-être même avec un certain cynisme, mais l'essentiel est ailleurs. Il n'avait aucune hostilité et même une certaine admiration, à la fois pour l'islam, dans laquelle il voyait, donc je l'ai dit, un monothéisme épuré, moins fanatique que le christianisme, et pour son prophète, considéré comme un grand conquérant et surtout un grand législateur. Alors, bien sûr, c'est une vision laïcisée de Mahomet. Celui-ci n'était pas considéré comme le porteur de la parole de Dieu, comme le voyaient les musulmans, mais comme un grand homme, conformément à la philosophie de l'histoire fondée sur une conception encore pluraliste des progrès de la civilisation, où il y avait beaucoup de leçons à prendre pour l'Europe dans l'histoire de l'islam et du monde arabe. Alors, parmi ces leçons, l'une est particulièrement inattendue, proprement stupéfiante. On la trouve dans les mémoires de la campagne d'Égypte que Bonaparte a dictées à Sainte-Hélène, notamment au général Bertrand. Il y fait l'éloge de la polygamie dans l'islam, avec un argument inédit. Celle-ci permettrait de lutter contre le racisme en permettant la coexistence ethnique au sein des mêmes familles, de façon à assurer l'égalité. Je cite, alors il y a plusieurs éditions, alors je cite d'après l'édition de Thierry Lenz, chez Talandier, « L'Afrique et l'Asie, étant habitées par plusieurs couleurs d'hommes, la polygamie est le seul moyen efficace de les confondre pour que le blanc ne persécute pas le noir ou le noir le blanc. La polygamie les a fait naître d'une même mère ou d'un même père. Le noir et le blanc étant frères sont assis et se voient à la même table. Aussi, en Orient, aucune couleur n'affecte la supériorité sur l'autre. » Alors, bien entendu, cette curieuse théorie n'a pas de validité anthropologique que je sache, mais ce qui me frappe, c'est la chose suivante. Alors que la polygamie était dans la pensée chrétienne européenne, celles et ceux qui suivent le cours de Patrick Boucheron le savent, elle était l'emblème du despotisme oriental et une figure du mal, presque du mal absolu. Puis qu'elle est devenue, au XIXe siècle, et encore aujourd'hui, un ressort très fréquent du discours raciste. La voilà promue par Napoléon lui-même en vecteur d'une tolérance digne des Lumières, en sage législation permettant d'assurer la fraternité par-delà les différences raciales. Vous voyez, on va de surprise en surprise. Alors, n'allons pas quand même trop loin, car Bonaparte, en 1798, héritait aussi d'une vision moins pluraliste et moins ouverte de la civilisation, dont le cœur, désormais, était censé se trouver en Europe, et notamment en France, si bien que l'expédition assumait aussi une dimension savante, culturelle et politique. Il s'agissait à la fois de contribuer au progrès de la science européenne et d'apporter à l'Égypte la régénération par les Lumières et la liberté française. La première dimension est la plus connue, à juste titre, je vais passer plus rapidement. Bonaparte a emmené avec lui à peu près 160 savants qui vont fonder l'Institut d'Égypte, au Caire, sur le modèle de l'Institut de France, qui avait été créé en 1795 et qui a été le symbole de la politique intellectuelle du Directoire. Parmi ces savants, certains étaient proches du général en chef, il l'avait déjà accompagné en Italie, comme le mathématicien Monge ou le chimiste Berthollet. Il y avait aussi des naturalistes, des dessinateurs, des artistes, comme l'a montré par exemple Marie-Noëlle Bourguet dans plusieurs articles, et notamment dans le volume collectif dirigé par Patrice Bray, qui est une des références sur l'expédition, la dimension savante de l'expédition d'Égypte. Eh bien, Bonaparte
croise le modèle de l'expédition savante, qui était plutôt au XVIIIe siècle réservé aux grandes expéditions maritimes, avec celui de l'expédition militaire, à la façon de celle qu'il venait de mener en Italie. Mais évidemment, la situation était quand même un peu différente. Alors on en reparlera la semaine prochaine, mais en Italie, le comportement des savants, des artistes, des administrateurs autour de Bonaparte était dominé par une volonté de confiscation, par le désir de ramener à Paris, nouveau centre de la civilisation, des objets culturels qui devaient servir de trophées et d'outils d'édification. Mais en Égypte, même si cet élément n'était pas absent, pensez évidemment à la pierre de Rosette que les Français furent finalement obligés de céder aux Anglais, eh bien, un autre mouvement était à l'œuvre. Un véritable décentrement, puisqu'il s'agissait moins de ramener des trésors culturels à Paris que d'installer sur les bords du Nil un institut d'Égypte qui devait donc à la fois démontrer l'exemplarité de la science française, mais aussi l'enrichir par la rencontre avec d'autres ressources savantes. Universalité de la science, donc, dont nous parlions la semaine dernière, mais d'une science française. Et l'article Égypte de l'encyclopédie déjà l'affirmait, c'était jadis un pays d'admiration, c'en est un aujourd'hui à étudier. Renversement, c'est devenu un objet à étudier. Cette mission militaro-scientifique, selon l'expression de Bernard Le Petit, était articulée à une ambition de régénération de l'Égypte. L'idée de faire renaître, revivre la civilisation et les sciences sur les rives du Nil. Plusieurs projets éducatifs ont été lancés, notamment la création d'écoles spécialisées, mais presque tous même, ont échoué ou ont été remis à plus tard. Ce qui n'empêchait pas, par exemple, donc, le Courrier d'Égypte de vanter la politique de Bonaparte en ce sens. C'est normal, c'était un instrument de propagande, ce Courrier de l'Égypte. Mais lisons, il, Bonaparte, institue des écoles d'instruction pour le peuple, des collèges militaires où les jeunes Français, coptes, arabes s'enseignent mutuellement l'arabe, la géographie, les mathématiques et les sciences exactes. En un mot, il crée une nation et maniant le ressort puissant de l'enthousiasme, il rappelle aux Arabes la gloire de leurs ancêtres. Je viens de vous le dire, la réalité fut assez différente, et en réalité, malgré ces belles intentions, l'occupation fut surtout une machine militaire plaquée sur l'Égypte, imposée à une population passive, comme l'a montré le grand historien du monde arabe André Raymond. Il est vrai qu'elle n'a pas duré assez longtemps pour donner des résultats, mais on peut déjà s'interroger sur la façon dont les élites intellectuelles égyptiennes ont réagi. Alors, on a évidemment beaucoup moins de témoignages de ce côté-là que de témoignages des officiers et des savants français. Le plus important, c'est le témoignage d'Abdelrahman al-Jabarti, qui était un membre éminent des élites intellectuelles du Caire. Il était né en 1753. Son père était un lettré réputé, un notable. Et lors de l'arrivée des Français, Jabarti commence par se réfugier à la campagne, puis il revient au Caire, et à partir de là, il va être un témoin particulièrement précieux. Son point de vue est assez ambivalent. Bien sûr, il est très critique, il est très critique des Français et du principe même, évidemment, de cette occupation, en particulier dans le texte qu'il a écrit juste après leur départ, où il est assez virulent. Mais en revanche, dans le long récit qui figure dans son grand livre d'histoire, publié bien après sa mort, en 1878, qui s'appelle, la traduction du titre arabe, c'est « Merveilles extraites des biographies et des événements », eh bien, dans ce texte majeur de l'historiographie égyptienne du XIXe siècle, eh bien, il offre un jugement plus nuancé. Alors, il en existe plusieurs traductions et éditions. Pour la partie qui nous intéresse, je m'appuie sur celle de Joseph Kroc, publiée chez Albin Michel. Pour ceux que ça intéresse, peut-être plus maniable, mais moins complète, il existe aussi chez Actes Sud une sélection d'extraits qui sont mis en parallèle et en regard avec des extraits du témoignage de Vivant Denon. Jabarti est très critique des Mamelouks et des Ottomans. Il reconnaît un certain intérêt pour les Français, notamment, il est quand même impressionné par leur efficacité militaire, il est intéressé par leurs idées libérales, mais surtout par leur connaissance scientifique, lui-même étant un savant et fils de savant. Notamment, lorsqu'il visite les salles de l'Institut d'Égypte, au Caire, il écrit « C'était proprement étourdissant ». Il s'émerveille de
toute une série d'éléments scientifiques, et notamment, ce qui vraiment l'impressionne et lui plaît beaucoup, c'est la bibliothèque. Il va y retourner très souvent, il écrit « J'ai retenu un grand livre sur la vie du prophète dont ils avaient dessiné le portrait de leur mieux, suivant la connaissance qu'ils en avaient, ce qui, de toute évidence, ne lui pose aucun problème. » Par la suite, il acceptera même de participer au conseil de notables, le diwan, le divan, mis en place par Menou à la fin de la période. En revanche, Al-Jabarti se montre parfois plus perplexe, voire franchement ironique, par exemple quand il évoque l'échec de certaines mises en scène qui visaient à impressionner les Égyptiens. Ainsi, par exemple, 2 tentatives de vol en ballon, montgolfière, suscitent un commentaire narquois. La chute du ballon contraria les Français. Ce qu'ils avaient annoncé ne se vérifia pas. Ils avaient raconté qu'une sorte d'embarcation se déplacerait dans les airs grâce à la merveille de la technique, avec des passagers qui se rendraient au loin pour y faire des découvertes et en rapporter des informations. Mais patatras, le ballon s'est déchiré et s'est échoué sous le regard amusé des habitants. Donc, ce n'était pas toujours si impressionnant que ça, la science française, mais par ailleurs, il régnait surtout une grande ambiguïté dans la politique de régénération promise par le pouvoir, car, au fond, celle-ci pouvait prendre 2 formes. Elle pouvait soit se traduire par une politique de longue durée, reposant sur le respect et l'autonomie des traditions locales et l'influence positive du modèle français, mais elle pouvait aussi être synonyme d'une politique plus volontariste de francisation. Dans la première direction, on trouve par exemple le prospectus de la décade égyptienne en septembre 1798 qui affirme « Aujourd'hui, le français respecte non seulement les lois, les usages, les habitudes, mais même les préjugés de ceux dont il occupe le territoire. Il laisse au temps, à la raison, à l'instruction, opérer les changements que la philosophie, les lumières du siècle ont préparés et dont l'application devient chaque jour plus prochaine. » On est dans la continuité là, du discours émancipateur des Lumières, le temps long de l'instruction. En revanche, lorsque Joseph Fourier rédige, à peine quelques années plus tard, la préface historique de la grande description de l'Égypte, eh bien, il associe beaucoup plus nettement l'entreprise scientifique qui a mené à cette description, il l'associe à un projet colonial visant à intégrer l'Égypte à la nation française. Je le cite, « Aussi, le projet de ramener sur les rivages du Nil les sciences, si longtemps exilées, excita une reconnaissance universelle. Par l'effet de cette sage disposition, l'Égypte pouvait devenir en peu de temps non seulement une colonie, mais en quelque sorte une province française, et offrir à ses nouveaux habitants l'image de leur propre patrie. Ce furent ces considérations qui inspirèrent le dessein d'établir un corps littéraire dans la capitale du pays que nos armes allaient soumettre. » On voit ici comment le langage universaliste de la civilisation, matiné de paternalisme européen, tel qu'on le trouve dans la première citation, celle de la décade, peut facilement basculer dans un discours plus ouvertement impérialiste, où commence à poindre la notion d'assimilation, de transformation des mœurs et des coutumes. Et de fait, la politique menée pendant les 3 années d'occupation, et notamment pendant l'année passée sur place par Bonaparte, n'a cessé d'hésiter entre ces 2 approches. Un jour, l'armée française organise et encadre les fêtes traditionnelles égyptiennes. Le lendemain, Bonaparte réclame à Paris l'envoi d'une troupe de comédiens français. Je reviendrai sur cet épisode et ces éléments la semaine prochaine. Même ambivalence quant à la loyauté attendue de la population. Bonaparte parle au nom d'Allah, mais il réclame que les Égyptiens portent la cocarde tricolore. Alors au Caire, les autorités résistent, mais finissent par céder. La population, elle, y est extrêmement hostile. Al-Jabarti raconte que les notables portaient la cocarde quand ils avaient des rendez-vous avec les autorités, avec les officiers français, puis ils la retiraient vite quand ils sortaient. Évidemment, pour eux, la cocarde est avant tout un signe de soumission aux autorités d'occupation. Alors que pour beaucoup de Français, à l'inverse, elle était présentée comme une manifestation par les Égyptiens
d'adhésion au principe universel de la raison. Un des officiers écrit ainsi « Combien de sang versé pour des opinions, pour des malentendus, puisse la fin du XVIIIe siècle, si brillante par les exploits militaires d'une grande nation, l'être encore davantage par le triomphe constant de la raison sur les préjugés. » Vous voyez, victoire militaire de la grande nation, c'est-à-dire de la France, là aussi on reviendra sur ce terme la semaine prochaine, eh bien, va de pair avec, au fond, est le vecteur, le véhicule du triomphe universel de la raison. Le désir d'assimilation porté par un nationalisme culturel et politique va encore plus loin. Dans une lettre à Kléber, Bonaparte propose tout simplement de faire arrêter les Mamelouks et des chefs arabes de village pour les envoyer en France. Ces individus, écrit-il, arrivés en France, y seraient retenus 1 ou 2 ans, ils verraient la grandeur de notre nation, prendraient nos mœurs et notre langue, et de retour en Égypte, nous formeraient autant de partisans. Alors, évidemment, comme il y avait le blocus par la flotte anglaise, de toute façon, ça s'est révélé impossible, mais enfin, vous voyez un peu l'idée. Alors, bien sûr, à côté de ces moments d'autosatisfaction, on trouve aussi quelques traces d'autocritique, par exemple justement chez Vivant Denon. À plusieurs reprises, celui-ci se demande si les Français n'ont pas chassé les Mamelouks tout simplement pour les remplacer. Et quand il vante la simplicité et l'honneur des Arabes, il commente « Comment persuader ou séduire de pareils hommes ? N'auront-ils pas toujours à nous reprocher de semer de riches moissons sur les tombeaux de leurs ancêtres ?» Alors, vous voyez, il ne met pas en doute l'apport des Lumières européennes, ces riches moissons, mais il comprend qu'elles se payent d'une occupation qui est aussi une expropriation. Alors, au total, vous le savez, l'expédition d'Égypte fut un désastre. Bien sûr, on peut en retenir les résultats scientifiques, magnifiés par l'extraordinaire publication que fut la description de l'Égypte, en 23 volumes, publiés à partir de 1809, et bien sûr par l'essor qui allait suivre de l'égyptologie. Vous penserez à saluer Champollion en sortant. Néanmoins, sur place, les savants de l'expédition ont très vite déchanté. En octobre 1798, donc il venait juste d'arriver, Geoffroy Saint-Hilaire écrit à Cuvier, resté à Paris, pour lui faire l'éloge de l'Institut d'Égypte. Il dit « Je vous assure que ces séances sont au moins aussi intéressantes que celles de l'Institut de France. » Mais 2 ans plus tard, autre ton, on est en septembre 1800, il avoue « Nous voilà en Égypte, sans savoir l'époque où nous en sortirons. Cependant, j'ai achevé ma mission, le pays uniforme de l'Égypte ne promet pas de nouvelles moissons, vous voyez toujours les moissons, nouvelles moissons, et le défaut de livres d'histoire naturelle me prive de rédiger au net les observations que j'ai faites. Pendant que je végète et que je sommeille ici, vous avancez les sciences. » En termes politiques, le bilan de l'expédition est calamiteux. À vrai dire, la catastrophe a commencé dès août 1798. Les Français n'étaient arrivés que depuis quelques semaines, lorsque la flotte française a été presque entièrement détruite par les Anglais de l'amiral Nelson. Dès lors, les communications étaient coupées avec la France et la Méditerranée se trouvait aux mains des Anglais. Par ailleurs, l'invasion, je dis l'invasion parce que, vous avez remarqué, on dit toujours l'expédition d'Égypte. Des fois, bon, enfin, c'est le terme qui a été... des fois, on dit la campagne d'Égypte, mais bon, souvent l'expédition d'Égypte, c'est le terme établi. Mais en réalité, ce dont il s'agit, c'est d'une invasion et d'une occupation. Eh bien, cette invasion, elle a provoqué la réaction scandalisée et hostile des Ottomans, choqués par la trahison des Français. La Sublime Porte, comme on disait à l'époque, avait pourtant gardé sa neutralité depuis le début de la Révolution et elle entretenait de bons rapports avec la France. Il y avait plusieurs conseillers militaires français qui étaient à Constantinople auprès de Sélim III pour l'aider à moderniser son armée. D'ailleurs, au début, les autorités turques ne voulurent pas croire aux mises en garde des Anglais et refusèrent leur protection. Sélim III, lorsqu'il comprit ce qui s'était vraiment passé, fut absolument outragé, et il faut bien dire que cette expédition ou cette invasion de l'Égypte était en totale contradiction avec toutes les règles du droit international de l'époque. Et donc elle apparaissait comme une agression
parfaitement injustifiée. Dès lors, après quelques semaines d'hésitation, l'Empire ottoman va totalement se retourner, déclarer la guerre à la France et s'allier aux Russes et aux Anglais au sein de ce qu'on appelle la deuxième coalition. Paradoxalement, donc, cette opération, qui était l'expédition, aura pour conséquence de laisser aux Anglais la prééminence en Égypte. Les autorités ottomanes étaient particulièrement scandalisées par la prétention des Français à laisser croire qu'ils agissaient avec l'accord tacite du sultan et au nom de l'islam. Alors ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en s'appuyant sur des sources ottomanes, parce qu'en général on étudie souvent ça, notamment dans l'historiographie européenne à partir des sources françaises, mais à partir des sources ottomanes, l'historien franco-turc Faruk Bilici a montré que les autorités turques avaient entrepris une grande offensive de contre-propagande, accusant les Français d'être des mécréants, des matérialistes, des séditieux, des ennemis de tous les musulmans. Le sultan Sélim III, qui était pourtant francophile, émit plusieurs firmans, c'est-à-dire des décrets officiels, adressés à tous les responsables locaux en Égypte, je vous en ai reproduit un ici, pour dénoncer justement la proclamation initiale de Bonaparte, considérée comme un ensemble de mensonges et calomnies, et appelant tous les musulmans à prendre les armes contre les Français. Bilici, dans son livre, publie un certain nombre de ces firmans et en donne la traduction intégrale, ce qui est évidemment très utile. L'échec de l'expédition se situe aussi, et peut-être plus encore, dans les rapports avec la population. Bonaparte et les savants qui l'entouraient, je vous l'ai dit, avaient rêvé d'un ralliement immédiat du peuple qui aurait accueilli les représentants de la grande nation comme des libérateurs. Alors, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Volney l'avait anticipé, mais c'était avant la Révolution, en 1788, il disait, il imaginait une expédition, comme ça, il était plutôt contre, il disait, je suppose les Mamelouks exterminés et le peuple soumis, nous n'aurons encore vaincu que les moindres obstacles, il faudra gouverner ces hommes, et nous ne connaissons ni leur langue, ni leurs mœurs, ni leurs usages, il arrivera des malentendus qui causeront à chaque instant du trouble et des désordres. C'est exactement ce qui s'est passé. Et de fait, si de nombreux notables comme Al-Jabarti ont été hésitants et attentistes, ils percevaient néanmoins les Français comme des ennemis et des incroyants. Quant à la population du Caire, au bout de 3 mois, en octobre 1798, donc elle se révolte, provoquant une répression très violente qui marque une rupture profonde. Al-Jabarti, qui était profondément choqué par la façon dont les soldats français ont profané la mosquée d'Al-Azhar. Il décrit comme ça leur entrée à cheval dans la mosquée Al-Azhar. Ils attachèrent les chevaux à la Qibla, ils saccagèrent les salles attenantes et les dépendances, brisèrent les lampadaires et les veilleuses, ils saccagèrent les salles ils s'emparèrent de tout ce qu'ils trouvèrent, vases, plats et faits divers qui avaient été déposés dans les placards et les armoires. Ils jetaient au rebut les livres et les volumes du Coran, ils marchant dessus avec leurs chaussures, ils souillèrent les lieux d'excréments, d'urine et de crachats, ils y burent des bouteilles de vin qu'ils cassaient et jetaient ensuite dans la cour ou dans les dépendances. S'ils rencontraient quelqu'un, ils le dépouillaient de ses vêtements et le chassaient ensuite. Bien la peine que Bonaparte se décarcasse à faire des belles déclarations, mais au-delà de cette répression, on oublie parfois à quel point l'occupation française a été féroce. Les villages révoltés étaient réprimés avec une violence spectaculaire qui visait à faire des exemples, mais contribuait, comme toujours, à éloigner la population. La dimension scientifique de l'expédition et ses résultats avec la description de l'Égypte a fait souvent oublier qu'il s'agissait donc d'une occupation militaire violente, ponctuée d'épisodes assez atroces, le plus célèbre étant à Jaffa en mars 1799, et malgré les promesses qui leur avaient été faites, eh bien Bonaparte fit massacrer les 3000 prisonniers de la garnison. Il est vrai que cet épisode se situe pendant ce qu'on appelle la campagne de Syrie, au printemps 1799, qui est un échec, qui marque la fin des ambitions de Bonaparte en Orient. Quelques mois plus tard, il réussit à s'embarquer pour la France. En fait, ça ressemble un peu à une désertion. En vérité, il vole vers son destin. En Égypte, même si les scientifiques poursuivent
tant bien que mal leurs opérations. L'expédition se termine en échec. Menou capitule sans gloire le 31 août 1801, donc 3 ans après l'arrivée en Égypte. Cet échec est couvert en Europe par la gloire des opérations italiennes, la victoire de Marengo, 1800, la paix avec l'Autriche, avec la Russie, avec l'Angleterre, et pourtant cet épisode va laisser des traces profondes. En France même, l'expédition d'Égypte a eu des répercussions immédiates et méconnues sur les musulmans. Dans un article très récent paru il y a quelques mois, enfin dans le dernier numéro de la revue French Historical Studies, l'historien américain Ian Coller a découvert qu'en 1799, à l'instigation de Talleyrand, encore lui, la France avait pris 2 décrets. On est en janvier-février 1799. Premier décret demandant l'enregistrement de tous les musulmans sujets de l'Empire ottoman résidant en France. Le second, ordonnant l'arrestation des Algériens et des Tunisiens, musulmans et juifs, et la séquestration de leurs biens. Alors en réalité, ça concernait peu de gens, surtout des marchands, et au final, seuls 9 musulmans, dont 8 Tunisiens à Lyon, furent effectivement arrêtés et ne seront libérés que quelques mois plus tard. Mais il y eut toute une activité administrative, des courriers, de la surveillance, même dans des départements éloignés de la Méditerranée, visant à identifier les musulmans présents sur le sol français. Alors, Coller propose plusieurs interprétations. Il pouvait s'agir d'une politique d'otage, en représailles à l'arrestation de Français à Constantinople. Il pouvait aussi s'agir d'un double jeu de Talleyrand, qui joue plutôt la défaite et le conflit avec la Sublime Porte. Mais il insiste aussi sur le renversement du regard porté sur l'islam et les musulmans. Alors que les débuts de la Révolution avaient plutôt manifesté de la sympathie à leur égard, vous vous souvenez peut-être de l'homme en turban présent à l'Assemblée nationale en mai 1790 au sein de la délégation des étrangers menée par Anacharsis Clotes, eh bien, les musulmans apparaissent désormais comme des suspects. Ian Coller y voit le début d'un tournant dans les rapports entre la France et les musulmans, le passage d'un universalisme inclusif à une surveillance hostile. Et parmi les personnes arrêtées, l'un était un certain Michel Fertali, sujet ottoman devenu citoyen français, qui est peut-être le premier musulman citoyen français enregistré dans les archives. 2 mots pour conclure, même si nous continuerons la semaine prochaine à réfléchir donc à la centralité de l'épisode napoléonien dans l'histoire de l'universalisme français, mais plutôt cette fois du point de vue de l'Europe. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est comment l'héritage des Lumières, dans sa pluralité, à travers la sécularisation, à travers le langage de la civilisation, à travers la curiosité scientifique, à travers l'idéal de la régénération politique par la liberté, eh bien, l'ensemble de cet héritage des Lumières se trouve réinvesti dans une entreprise coloniale, militaro-scientifique, qui, malgré son échec, porte en germe toute une partie de ce que sera la politique arabe de la France sous le Second Empire, mais surtout sous la Troisième République. Lyautey au Maroc s'en réclamera ouvertement. Quant à François Charleroux, qui était à la fois diplomate et historien, qui fut un des grands défenseurs de la colonisation française en Afrique du Nord, et notamment au Maroc, eh bien, il écrivait ceci en 1936. Il n'appartenait qu'à Bonaparte de donner, dès le premier contact de la France avec l'Afrique du Nord et avec l'islam, le modèle aussi achevé d'une politique indigène et d'une politique religieuse, aussi complètement neuve, poussée d'emblée jusqu'à des limites rarement atteintes depuis lors, et en tout cas jamais dépassées. À la semaine prochaine.